On avait promis à nos auditeurs de parler de la dignité aujourd'hui, qui est souvent au cœur des conversations, des discussions sur ces projets de loi de fin de vie. Marie-Thérèse Leblanc-Briot, vous nous aidez avec votre regard de médecin retraité, mais médecin quand même en soins palliatifs à Château-Gontier et aujourd'hui investi dans l'association Jeanne Malve. Et donc, hier, on s'est interrompu en parlant de la dignité. La dignité, c'est compliqué. La Déclaration des droits de l'homme en 1948 dit bien que c'est intrinsèque à tout être humain. On est humain, on est digne, quel que soit son état, quelles que soient ses capacités. Par contre, il y a le sentiment que l'on a de sa propre dignité. Quand on a perdu des capacités, quand on se sent affaibli, on doute de sa dignité. Et à ce moment-là, ce que nous renvoie la société, ce que nous renvoie l'autre est fondamental. Soit pour nous restaurer ce sentiment de dignité, soit pour nous convaincre qu'effectivement, dans cet état-là, on n'est plus digne. Et c'est pour ça que ce projet de loi, qui part sans doute quelque part de bonnes intentions de certains, est extrêmement pernicieux. Effectivement, j'ai beaucoup de craintes sur les effets. Comme vous dites, tout le monde se dit, quand on souffre, quand il n'y a plus d'issue, pourquoi pas arrêter, et puis on garde une vie digne. Mais quel est le message renvoyé ? Ça veut dire qu'à un certain moment, quand on est très malade, ou quand on est très vieux, qu'on est très handicapé aussi, c'est normal de penser que l'on n'est plus digne et que ça ne vaut plus le coup de vivre. Et donc c'est un message qu'on envoie aux personnes les plus fragiles. La société leur dit, écoutez, on vous comprend de vouloir mourir. Alors que jusqu'à présent, la société disait, on va vous aider à mieux vivre. Ça veut dire, oui, on comprend que vous ayez envie de mourir, oui, on comprend que vous ne vous sentiez pas digne, et d'ailleurs, nous, on ne vous sent pas très digne non plus, puisqu'on n'a pas envie de se battre. C'est ça. Et dans toute mon expérience, ce que j'ai pu constater, c'est l'ambivalence entre désir de mort et désir de continuer. Ça change tout le temps. Dans la tête, les malades ont les deux choses. C'est pas si clair que ça. Dans les débats à l'heure actuelle, on dit mais quelqu'un qui veut mourir, bien sûr, s'il a une volonté libre et éclairée. Mais quand on est dans cet état-là, on est dans un état de complexité et les choses sont mélangées. Alors par contre, si on est pris au pied de la lettre dans une demande, on risque d'entrer dans un dispositif avec une grande pression. Ce sera difficile de faire machine arrière. Alors qu'à l'heure actuelle, les patients vont et viennent. C'est un cheminement entre désir de mourir à certains moments et désir de vivre. Et on chemine ensemble. Mais alors pour ça, il faut effectivement des personnes qui soient autour. Est-ce qu'on fait un tout petit mot sur l'état des lieux des soins palliatifs ? Parce qu'en fait, on parle des soins palliatifs comme étant au cœur de cet accompagnement. Quand il n'y a pas de soins palliatifs, ça veut dire qu'il n'y a pas cet accompagnement ? Alors, les soignants font vraiment du mieux qu'ils peuvent là où ils sont. Le cœur du métier de soignant, c'est de soulager et d'aider et d'être dans cette qualité de vie. Les soins palliatifs, on dit de base, chaque soignant peut les mettre en place, chaque médecin peut le mettre en place. Mais il y a un grand déficit de formation, notamment chez les médecins. Donc c'est vrai qu'il manque des moyens humains, il manque des soignants formés en nombre et en qualité de formation, et il manque des médecins en nombre et en qualité de formation, complètement d'accord. Mais les soins palliatifs, il y a une graduation entre ceux que tout soignant peut donner et ceux plus complexes qui nécessitent soit des lits palliatifs dans des hôpitaux, soit des unités de soins palliatifs. Mais des soins palliatifs bien mis en œuvre permettent un soulagement de plus de 95 à 98%. Et les personnes qui demandent à mourir, 95 à 98% de ces demandes disparaissent avec des soins palliatifs et un accompagnement. Mais on le disait l'autre jour, il n'y a que 50% des personnes qui en ont besoin qui ont accès aux soins palliatifs. Donc là aussi, c'est un choix de moyens. Est-ce que la sécurité sociale mettra ses moyens pour ça ou mettra ses moyens pour l'euthanasie ? L'euthanasie coûtera moins cher que le déploiement des soins palliatifs. Et c'est vrai que là, on arrive à une question commerciale, finalement, qui ne devrait pas rentrer en jeu quand il s'agit de l'être humain. Et quand on parle de dignité, ça fait frémir d'entendre ce mot, le coût et la dignité face à face. C'est le coût économique est rarement évoqué. Il n'empêche que les pays qui ont légalisé l'euthanasie, comme la Belgique, le Canada, font des études
tous les ans des gains, des économies réalisées sur le budget de l'assurance maladie, à la fois dans les maladies chroniques et aussi en ce qui concerne la vieillesse. Donc, lorsque les députés ont réfléchi en commission sur ces projets de loi, il y a eu un forfait euthanasie qui a été évoqué, remboursé par la sécurité sociale, comparé au prix d'une journée en unité de soins palliatifs. Ça fait frémir. Un grand merci à Marie-Thérèse Leblanc-Briot qui nous a accompagnés tout au long de cette semaine sur ces difficiles questions de fin de vie. Et je vous propose, si vous voulez retrouver l'intégralité de cet entretien, eh bien je vous propose de nous retrouver dans Des vies et des hommes la semaine prochaine, où Marie-Thérèse Leblanc-Briot nous apporte encore d'autres éléments de réflexion. Et j'en profite pour vous rappeler également que notre évêque nous a suggéré très fortement d'interpeller nos parlementaires sur cette question avec un très beau texte qui est à disposition sur le site du diocèse.